Ça y est, j'y suis, enfin. Parfait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis en compagnie de monsieur Thierry Bordenave. Salut Cyril, bonjour à tous. Très heureux d'être avec Cyril comme d'habitude. Et voilà, est-ce que c'est pas la grande classe ça d'être avec Thierry Bordenave franchement hein? Ah mais tous les jours je me délecte d'être avec Thierry Bordenave. Super, bon aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un rapidement toi, lancé on en parlait tout à l'heure au MCB. Et finalement c'est devenu un rapidement toi, c'est devenu un toi tout court. Et c'est devenu, on se fait une interview en mode plaisir, décontracté. Et du coup on a préparé quelques questions. Cool. Quelques sujets à aborder. Je m'attends à tout avec toi Cyril. Avez-vous tous avec ta team? Ouais, grave. Je m'attends à des gros pièges. Grave, grave. Il y a des choses que je ne... Voilà, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de moi. Est-ce que je suis obligé de dire toute la vérité ou j'ai 2 jokers? Ah, je pense que tu as l'appel à un ami, le 50-50 si tu veux. Je sais pas, tu vois. Mais oui, tu peux dire joker, je réponds pas. T'es prêt? On y va. Super. Est-ce que tu peux dire quand même, pour ceux qui te connaissent pas forcément, en quelques mots, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors donc, je suis Thierry Bordenave, j'ai créé la marque Les Hommes ont la classe, c'est des stores qui embarquent différentes activités autour de l'homme. J'ai différents rôles autour de ça, parce que je fais beaucoup de formations aussi. Je travaille pour American Crew, pour planifier un petit peu, et maintenant je suis membre de la haute coiffure française également. Voilà. Super, bon, tu vas nous en dire un peu plus. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne un peu ta bio et ton histoire. Ouais. Tu es petit-fils d'agriculteur T'as bien bossé. et fils de coiffeur. C'est pas du tout ça en fait. C'est vrai ou pas? Mon père était ingénieur et mon grand-père il était astronaute, ça n'a rien à voir. C'est ça Cyril. Super, et alors du coup, comment t'en es arrivé toi à la coiffure? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a inspiré ça? Dis-nous tout. En fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai été élevé à la ferme par mes grands-parents. On était tous en communauté, on va dire, avec mon père et tout. On vivait dans des grandes fermes des locales, on va dire. Et du coup, j'étais d'abord inspiré par du métier de paysan, on va dire. D'accord. Mon père, après, était coiffeur. Donc, mon père, il a pris sa retraite juste avant le Covid. Il a pris sa retraite à 70 ans, donc de 16 ans à 70 ans. Mon père était dans son salon, quasiment tout seul, il y a eu quelques apprentis. Mais il voyait la coiffure comme ça, c'est sa façon de voir la coiffure. Puis c'était le mec qui était aimé de tout le monde. Tout le monde l'adorait, tout le monde l'adore encore. Donc lui, il m'a vraiment appris l'empathie, la bienveillance, le commerce, vraiment. Et puis du coup, j'allais toujours dans son salon. Dès que j'étais le mercredi, je sortais du rugby parce que nous on est une terre de rugby, une terre de chocolatine, des pâtés au chocolat et de rugby. C'est quoi ça, des chocolatines? C'est des trucs voilà, tu vois. Et du coup, je partais travailler chez mon père et puis j'adorais vraiment ce lieu plus que le métier. Le métier ne me parlait pas vraiment, mais ce lieu où tout le monde rentrait, tout le monde allait lui parler, c'était une coiffure complètement à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui finalement. Mais par contre, c'est le lieu de rencontre qui m'a vraiment attiré. Et ça, plus le fait que j'avais un désamour total pour l'école, à 16 ans, je me suis dit, peut-être que si mon père avait été plombier, son atelier avait été génial, j'aurais peut-être payé la plomberie à l'époque. D'accord. Mais je ne vais pas dire que j'ai pris la coiffure par passion, je ne connaissais pas la coiffure. Je connaissais surtout un lieu magique où tout le monde se rencontrait et c'est ça qui m'a donné envie en fait. Donc si t'as plu, c'est l'aspect convivial, familial. Complètement. Et tu dis qu'aujourd'hui, tu as complètement changé par rapport à ça, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, mon père, par exemple, c'était les fauteuils de barbier qu'on a encore. Où en fait, mon père, il fumait pendant qu'il coupait les cheveux. Le client fumait aussi, c'était vraiment génial. Et puis, c'était le rendez-vous de tous les rugbymen qui venaient chez mon père. Donc, mon père, il coupait les cheveux, il faisait que parler à tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, on a 11 salons en tout. Dans tous les stores que j'ai, on parle très peu avec le client. Parce que je considère que justement, pour faire une belle performance artistique sur notre travail, on doit être concentré de A à Z. On ne doit pas parler. Et puis aujourd'hui, je considère aussi qu'en tout cas sur l'homme, là on est chez les femmes à la classe, donc c'est un peu différent avec les femmes. Mais chez l'homme il vient moins sociabiliser, il vient plus pour vivre un moment pour lui. Donc on a drainé différentes expériences clients autour de ça. Et une des expériences, c'est l'expérience créative. On doit mettre en place des techniques créatives sur la coupe et sur la barbe. Mais dans ces techniques-là, on ne doit pas être intrusif sur l'homme, à savoir où est-ce qu'il est parti en vacances, quoi que ce soit. Non, il vient pour passer son moment pour lui. Donc nous, on parle très peu avec le client. Donc c'est tout le contraire de ce que mon père faisait en fait. Excellent, excellent. Et du coup, toi, alors du coup, on va faire des parallèles un peu. Je vais essayer de suivre la trame, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, donc j'y vais. Et du coup, aujourd'hui, des clients qui arrivent et qui ont envie de parler, comment tu le gères ça du coup? Comment gère ça tes équipes? Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit, 11 stores. Important, c'est pas rien, gros staff. Les hommes ont la classe, effectivement, tu l'as bien dit. On est ici chez les femmes à la classe, tu vas nous en parler un peu après aussi. Mais du coup, comment tu gères ça au salon? Mais en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est un peu ton métier, Cyril, aussi, ce que toi, tu travailles avec tes apprenants, tes coiffeurs. C'est que j'ai pas à le gérer parce que j'ai tout pensé avant pour pas que ça se passe. Donc la clientèle qui rentre chez les hommes à la classe, c'est qu'une clientèle avertie qui vient pas chercher ça.
Je te donne un exemple assez représentatif du store que j'ai de Apo, par exemple, qui est le plus grand, où la vitrine elle fait à peu près 18 mètres de long. Sur 18 mètres de long, la porte fait que 90 cm pour pouvoir rentrer. Tout le reste, il y a une grande affiche devant, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, tout est un petit peu caché. Donc le client, quand il vient là, déjà, il ne vient pas par hasard. Il ne vient pas se dire, c'est un salon coiffure, on ne sait même pas que c'est un salon. On ne voit pas que c'est un salon. On peut imaginer tous les lieux. En plus, sur la vitrine, il y a marqué bar à vin, puisqu'il y a un bar à vin et tout, donc on ne peut pas imaginer ça. Après, quand il rentre, il y a l'émotion auditive, où on a nos playlists qui sont vraiment très cadrées sur la musique qu'on a choisie et qui sont très fortes. Donc tout de suite, encore j'ai laissé un message à un pote pour autre chose, il me dit mais t'es dans une boîte de nuit quoi. Non, c'est pas une boîte de nuit, c'est mon store. Mais c'est ça. Donc la playlist elle est très forte, la musique est forte et en fait elle est faite pour être sur l'expérience auditive. Après on a l'expérience olfactive avec du parfum d'ambiance, l'expérience visuelle avec tout doit ressembler à tout sauf un salon, l'expérience créative. Mais je vais dire, le mec il vient pas pour ça parce que le mec quand il vient chez nous, il vivrait une expérience, il vivrait un moment pour lui. Donc on n'a pas le client qui vient chercher la relation à la coiffeuse, où c'est que tu as été ce week-end, tu as construit, c'est quoi ton carrelage, pas du tout. Et puis après, on met en place des méthodes où en fait on apprend nos collaborateurs, parce que ça s'apprend, parce que dans la coiffure on n'apprend pas de base, à parler du cheveu, à faire une vraie consultation, avec une vraie expérience client dès la consultation. C'est la première expérience, avec le commerçant, c'est ce moment-là. Donc ça on l'apprend. Et puis après, le client il a un champ visuel qu'on a travaillé où tout doit être waouh. Et dans le champ créatif, il doit avoir aussi la créativité du coiffeur puisqu'on travaille sans sabot. Le coiffeur doit avoir une certaine posture. Le coiffeur qui est avachi, on va le faire travailler pour qu'il puisse avoir une meilleure posture et tout. Bon, tout ça, ça se travaille. Mais en tout cas, tout est fait pour que le client, il pose ses fesses et puis il vise le moment pour lui. Donc quelque part, tu choisis ta clientèle finalement. Exactement. Aujourd'hui, tu as décidé d'avoir une image de marque, d'avoir un créneau bien particulier et même le client qui vient chercher un peu de parlotte avec la coiffeuse, je pense qu'au bout d'un moment, il comprend que ce n'est pas la dynamique du lieu. Et souvent, moi je dis, c'est le lieu qui conditionne l'esprit et pas l'inverse. Donc quelque part, ça passe par là qu'on conditionne le client. Super. Alors ça ne veut pas dire, parce que des fois on me dit c'est triste, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas du tout à le client. Mais ça veut dire que sur une demi-heure de coupe, on va pouvoir parler de 3 à 5 minutes ou des fois pas. Moi je sais personnellement, je parle très peu parce que je suis concentré sur mon travail et s'il a le choix, je pense que le coiffeur en gros, pour moi, je me dis que plus il est défaillant techniquement et artistiquement, plus il va combler par le fait de parler. Il va compenser par… ce qui est normal. Je suis sympa. Voilà, je suis sympa. Mais le problème, c'est quand il rentre chez lui, le client aujourd'hui en 2024, il vient chercher autre chose que je suis sympa et mon dégradé, il est pas top. Voilà. Super, parfait. Et donc toi, tu as grandi ici, à Pau, dans le Berne. On dit le Berne, c'est ça? Que j'apprenne un peu les trucs, tu vois. Attention. Et donc, on parlait tout à l'heure de l'école, là, pour reprendre un peu aussi ta bio. Donc toi, l'école, c'était ton truc au départ? C'était pas du tout ton truc? Non, c'était pas du tout mon truc. Okay. T'as fait quoi comme cursus du coup? Ah non, mais moi j'ai arrêté l'école à 16 ans, en 3e. Je me souviens, quand il y avait le brevet, j'avais décidé déjà d'être coiffeur. Bon, mon père avait validé parce qu'il était quand même content que je fasse la coiffure. Ma mère n'était pas très contente. Il faisait que de la coiffure homme, ton père? Ouais, que la coiffure homme. Que la coiffure homme. Ok, super. Il avait appris la coiffure mixte aussi, mais après il était parti que sur l'homme. Ok. Et du coup, le jour du brevet, il me voit arriver, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis de toute façon ça sert à rien que je passe le brevet parce que je commencerai toi. Il reste. Et voilà, donc du coup j'ai même pas mon brevet d'école. Je te rassure, moi non plus. Bon, mais c'est parce que je sais plus. Bref, ok, donc toi en fait tu as quand même commencé ta carrière chez ton père à l'âge de 16 ans. Donc tu as kiffé toi tout l'aspect effectivement vivant quelque part de ça. Et derrière, tu t'es lancé dans la coiffure et tu as eu un cursus du coup mixte. Comme tout le monde, donc tu es spécialisé, comment ça s'est passé après ça? Non, j'ai fait un CAP mixte et puis par contre après je suis resté tout de suite chez mon père, donc en fait c'était que de l'homme. Et à l'époque je jouais au rugby à la section paloise et comme c'était un bon niveau, je faisais un peu de boulot, un peu de rugby, je faisais les deux. Et ils m'ont trouvé un boulot dans une galerie marchande chez un coiffeur qui avait un gros salon à l'époque. Et finalement, j'ai été en pensant que c'était une coiffure bof-bof et que c'était un peu comme chez mon père, que c'était sympa comme ça. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait créé déjà un concept avec un côté homme et un côté femme. D'accord. Donc moi, je suis resté dans le côté homme spécifique avec lui. Et c'était un immigré italien qui est arrivé avec rien en France, qui a une réussite énorme parce que c'était le début des galeries marchandes et lui, il a cru. Et du coup, il y avait beaucoup de salons-galeries. Et surtout, il travaillait très, 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 très bien. Et là, c'est devenu vraiment mon mentor en coiffure homme, quoi. Du coup, ce salon-là, où tu deviens responsable à l'âge de 22 ans? Ouais, un peu plus tard, c'est ça, je deviens responsable. Donc, et là, je t'ai déjà entendu, moi je suis déjà venu à tes conférences, tes conférences, oui, au moins une en tout cas. Tu parles de la coiffure caddie, c'est ça? Ouais, un peu ça. Et la coiffure caddie, c'est quoi? Est-ce que tu peux en parler? Par exemple, ce qui représente bien ça, c'est que quand alors je vais peut-être un peu vite, j'ai racheté ce salon après à 28 ans. Vas-y, au contraire. Et du coup, quand j'ai acheté ce salon, coiffure caddie, j'étais dans une grande surface.
Et à l'époque, j'étais président des commerçants de la galerie marchande et directeur de la galerie aussi. Et j'étais coiffeur aussi. Et donc on était 16 dans le salon. J'étais au premier fauteuil, donc le premier fauteuil se trouve, comme tout le monde le sait, à l'entrée du salon, donc devant la galerie. Donc je devais gérer mon travail, tous les clients qui rentraient. Vous étiez combien de collaborateurs? On était 16. 16, c'est énorme. Ouais, je devais gérer tous les collaborateurs avec tout ce que ça peut comporter. Alors, le salon était plein, tout le temps plein. Donc le côté dame aussi, alors je n'étais plus coiffeur d'âme, il fallait quand même que je m'occupe de ça. Et en même temps, j'avais les clients qui passaient dans la galerie où j'avais gardé le côté de mon père, toujours sympa avec tout le monde. Ah, salut Thierry, Thierry. En même temps, il y avait le bruit de la galerie marchande. Et puis il y avait même des mecs qui venaient me voir. C'est là où c'était vraiment la coiffure Caddy, où il y avait un problème sur le prix du camembert qui avait augmenté. Et la caissière disait, mais vous avez qu'à avoir le directeur de la galerie. Et c'est qui? C'est le coiffeur. Et du coup, il venait me voir pour m'engueuler parce que le camembert avait augmenté. Du coup, il y avait tout ça. C'était le bordel. Alors comment tu réagissais? Parce que ça c'est important. Je faisais comme dans les brevets font de ski. Je dis bouffez-le comme avec le cochon. Tu sais. Là voilà, il fallait gérer tout ça, donc c'était super dur. Et du coup c'est vraiment le cadet, j'étais vraiment au four au moulin quoi, tu vois. Mais par contre, ça ne nous empêchait pas de faire du bon boulot quand même. Ouais. Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui quand même, parce que je pensais qu'on faisait du bon boulot. Et quand vraiment j'ai entrevu la coiffure différemment après, c'est pour ça que je peux bien parler en connaissance de cause. Quand on ne parle pas et qu'on est dans un milieu propice, la qualité du boulot elle monte quand même en compétence, c'est sûr. Super. Tu as fait ça combien de temps du coup? Parce que de ce que je vois et de ce qu'on m'a donné aussi, tu montes ton premier store, Les Hommes ont la classe, le 14 avril 2017. Ouais. Et avant ça, c'était dans ce salon-là, dans le salon en grande surface entre guillemets? Non, entre-temps j'en ai eu 3 autres. D'accord, mixte aussi? Mixte aussi. Entre-temps j'ai monté un café, un French Coffee Shop à Toulouse. Excellent. Dans une galerie marchande. Et entre-temps, j'ai monté une entreprise avec mon expert comptable à l'époque, qui était un peu aventureux, de pêche industrielle en Afrique. Donc on avait acheté 2 bateaux qu'on a matriculés aux Açores et on pêché dans le golfe de Guinée à Conakry, à Dakar au Sénégal. Vous êtes toujours sur Les Hommes ont la classe, hein? D'ailleurs, ça pue toujours poisson encore. L'expérience olfactive, là, ça devait être fort. Il y en avait une usine de traitement du poisson, là, il y avait plus de 400 collaborateurs qui travaillaient là-bas. Et puis surtout, je cumulais tous les postes. Quoi. C'est énorme. Voilà, donc c'était un peu ma vie. Quoi, le 14 avril 2017, après toutes tes expériences, tu ouvres Les Hommes ont la classe. C'était quoi le déclic? Le déclic, c'est que déjà, j'ai fait une thérapie pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à dire non. Parce que tout ce que je montais, finalement, c'est pas parce que j'en avais envie. Quand je suis parti faire de la pêche industrielle en Afrique, je ne me suis pas dit waouh, ça me fait kiffer. Ouais. C'est parce que mon expert comptable m'a proposé ça, je ne savais pas dire non. Le café, c'était pareil, enfin tout ça. Donc du coup, je me suis passionné pour la thérapie, j'ai compris pourquoi je faisais ça. C'est toujours des problèmes d'enfance, tu as envie d'être plus vu et tout, donc t'en fais des caisses, tu vois. Mais finalement, tu fais des choses qui ne te ressemblent pas forcément. Et puis après cette thérapie, bam, j'ai fait un AVC. D'accord. Donc tout va bien maintenant, j'ai fait un AVC. Donc je suis resté un peu comme un gland pendant un moment, mais c'est revenu et puis voilà, après l'AVC évidemment c'est des moments quand même importants où tu dois en tenir compte et là je me suis dit voilà, je vais quand même faire des choses pour la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi-même, pourtant j'ai des enfants que j'adore et tout, c'est moi-même et je vais vraiment, la délivrance totale pour quelqu'un qui fait des choses par rapport aux autres, c'est de se dire, mais ça c'est une délivrance, mais même quand j'en parle, ça me fait toujours plaisir de se dire je me fous de ce que peuvent penser les autres. Et je m'en fiche complètement. C'est-à-dire, si je dois faire quelque chose, je ne le ferai pas du tout par rapport à qu'est-ce qu'on va dire. Mais pas du tout. Et aujourd'hui, je sais que par rapport à tout ce que je peux faire, parce que je fais plein d'activités différentes, il y a plein de choses qui me sont rapportées ou des choses qui sont négatives qui viennent contre moi, mais ça m'est complètement égal. Et ça, c'est super parce que du coup, ça me permet de pouvoir attirer les belles personnes vers moi, parce qu'auparavant, j'attirais aussi des personnes qui n'étaient pas forcément plus ou moins toxiques, qui me proposaient des choses qui n'allaient pas avec moi, parce que moi je suis très ancré dans mon territoire, je suis beaucoup dans le pastoralisme, avec les bergers, la montagne, donc j'étais aux antipodes de tout ça. Et finalement, aujourd'hui je me rends compte que toutes les personnes, et tu en fais partie Cyril, c'est vrai en plus, mais toutes les personnes qui viennent à moi, ce sont des belles personnes. Et par contre, il y a toujours des personnes toxiques qui essaient de venir graviter autour pour trouver des intérêts propres à eux. Et par contre, je les vois, mais c'est comme s'il y avait un pif comme ça, quoi, à 10 000 mètres. Donc cela, et j'ai aucun problème à leur dire non. Alors qu'avant, c'était plus compliqué. Et ça, c'est une libération. Et là, du coup, tu as fait une thérapie par rapport à ça. C'est hyper intéressant parce qu'il y en a plein des gens qui ont du mal à dire non. Je pense que j'en fais dans une certaine forme partie, j'imagine. Alors, tu as fait une thérapie, donc super. Donc en tout cas, ça a fonctionné. Ouais, quand même, parce que. Ouais, est-ce que là, tu pourrais, tu en as déjà un peu parlé, mais là, si quelqu'un regarde cette vidéo et se dit, bah tiens, moi aussi j'ai du mal à dire non,
Est-ce que tu pourrais lui donner ou un tips quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire simplement en quelques mots là, une astuce par rapport à ça, toi qui a été un élément déclencheur? Je dirais que ce qui va vraiment déclencher le fait de pouvoir dire non et s'assumer, c'est vraiment arriver à se connaître, à s'apprécier d'abord, à s'aimer, et ça va développer vraiment une confiance en soi. Et quand on a confiance en nous-mêmes, après le reste de la terre, ça nous intéresse moins, sauf les gens qu'on a choisis pour monter dans notre wagon, notre famille, nos amis, nos proches. Mais en tout cas, la confiance en soi, et quand je dis la confiance en soi, la grosse confiance en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y en a, ils vont peut-être prendre ça pour de la prétention de narcissisme, ça c'est leur problème. Mais moi aujourd'hui, j'ai vraiment une grande confiance en moi, j'exclus complètement l'échec dans tout ce que je peux faire, et du coup ça permet vraiment de ne pas avoir à compter sur les autres et de pouvoir être bien ancré, les deux pieds dans la terre, et quand quelqu'un vient te demander quelque chose et que tu sais que c'est que dans son intérêt à lui dire non tranquillement, en lui expliquant les choses, pourquoi il n'y a aucun intérêt, et tu t'aperçois que, ça c'est vraiment quelque chose que pour les gens qui n'arrivent pas à dire non, tu t'aperçois que la personne en face elle comprend. Ce qui est hyper intéressant, effectivement, c'est le non et le pourquoi tu as dit non. Je trouve que pour que les gens comprennent en face de nous, c'est fondamental. Et il y a un truc qui dit que quand on dit non à quelque chose, on dit oui à une autre. Donc, c'est ça. Ok, super, parfait. Tu développes la marque Les Hommes ont la classe. De 2017 à aujourd'hui, nous sommes en 2023, le 22 janvier. 2024, le 22. On a changé il n'y a pas longtemps, il faut que je m'y mette, tu vois. Donc, entre 2007 et 2024, 11 stores. C'est énorme. Alors oui, c'est bien, mais en fait, ma volonté, c'est pas d'avoir beaucoup de salons, beaucoup de stores. J'appelle ça les stores, comme il y a plusieurs activités qui sont marquées à l'intérieur. Mais c'est pas volonté parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3-4 demandes par mois de coiffeurs qui m'écrivent qui sont intéressés pour ouvrir un store Les Hommes ont la classe. Et ça veut dire que je dis non à chaque fois, quasiment à 100%. Parce que déjà, le métier, au début j'appelais ça une franchise, mais aujourd'hui mes franchisés c'est plutôt des partenaires. Donc je vais plutôt dans la dynamique du partenariat que du franchisé. Ça c'est le côté rugbyman ça. Ouais, vraiment. Les copains, sacré, le rugby c'est copains, c'est bien. La famille quoi. Et après, le métier de la franchise, c'est pas un métier qui m'intéresse vraiment parce que je sors du cadre du coiffeur, je sors du cadre de la relation que tu peux avoir quand tu fais tes formations Cyril avec tes apprenants qui sont des coiffeurs. Donc tout ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et puis j'ai pas d'envie. En fait, aujourd'hui, il y a quelques années, quand je ne savais pas dire non, j'aurais eu qu'une envie, c'est prouver plein de choses. Donc aujourd'hui, j'aurais pu avoir, franchement, j'ai compté, j'aurais pu être entre 80 et 85 salons. Puisqu'on m'a proposé à une époque d'ouvrir les salons en grande surface. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Je ne me nourris uniquement que des choses qui me font plaisir. Et dès que ça ne me fait pas plaisir, je jette. Je sentais que c'est quand même quelque chose qui le fait avec le cœur. Oui, oui. Tu vois, moi, quand je t'entends et de ce que je connais, on sent vraiment que tu fais les choses par envie. Et ça, en fait, ça ressort beaucoup. Donc, cool. Tu sais, une année, au rugby, par exemple, il y avait un entraîneur qui nous disait il faut gagner. Donc, en gros, c'est comme si on disait il faut gagner de l'argent, il faut aller gagner les matchs. Et puis, jamais on a eu d'entraînement où on s'était pas ludique, on s'est pas régalé, c'était dur, c'était violent. On s'est pas régalé, mais on avait une grosse équipe, on l'a pas gagné. L'année d'après, il y a des mecs qui sont partis, on n'avait pas la meilleure équipe, mais on a eu un entraîneur qui nous a amené le côté ludique, faites-vous plaisir, prenez des risques, faites-vous des passes, relancez les ballons, éclatez-vous. Et bien là, on a libéré cette dose de plaisir, on a marqué des essais, et les essais, ça te fait gagner les matchs, et on a fait une super année. Et bien, je dirais, dans la vie professionnelle, c'est pareil. Il faut vraiment pas se dire, je veux arriver à gagner tant. Enfin, il y en a pour qui ça marche. Mais moi, mon secret, c'est me dire, je veux prendre du plaisir, et quand on prend du plaisir, ça marche. Après, derrière, on gagne plus. Et je pense que c'est l'ambiance dans les équipes qui est fondamentale aujourd'hui aussi pour les fidéliser, pour les emmener avec nous. Donc, ok, super, parfait. En 2018, Grand Prix de l'innovation MCB dans la catégorie nouvelles prestations. C'est-à-dire t'as de meilleures mémoires que moi, je ne me souviens plus. J'ai une très bonne mémoire, elle s'appelle Séverine Gonzalez. Tu devrais voir. Ça marche super bien. Non, alors en 2018, c'était quand j'ai construit les Hommes ont la classe. Bon, faut se dire, c'est pas vieux, c'est il y a à peine 7 ans. Mais il y a 7 ans, c'était le début des Barbie-Sters et tout. On n'était que quelques-uns en France à être sur ce marché. Il y avait Guillaume, par exemple. Guillaume Faure, que j'ai interviewé aussi. Qui était là déjà il était en place avant moi déjà. Et puis du coup, quand j'ai dit à la personne à qui j'ai racheté le local où j'ai monté maintenant les Hommes de la classe, elle avait une brocante. Et elle me dit, je vends. Et puis là, en 3-4 secondes, je dis, je te rachète. Elle me dit, ah bon, mais tu vas faire une brocante. Et là, je ne sais pas pourquoi, je dis, non, je vais faire un gentleman store, alors que je n'avais pas pensé avant. Je savais même pas, on ne peut pas me demander pourquoi. Depuis mon AVC, il y a quelques filles qui se touchent, je suis un peu câblé et ça marche. Et du coup, c'est vrai en plus. Il y a des fils qui se sont touchés, qui ne se touchaient pas avant. Voilà, exactement. Je ne savais même pas qu'il y avait des fils, tu vois.
Donc du coup, là j'ai dit, j'ai monté un chemin de store. Et elle, c'est quoi? Ben, j'ai dit, moi, je montais un bar. Après, j'ai monté un endroit où il y aura des fringues, un tatoueur, enfin différentes activités. Et sauf que le bar, on n'avait pas le droit de monter un bar, un vrai bar. Et là, ça a été simple. Ben, j'ai monté une société qui a géré tout l'ensemble, qui a loué ensemble les murs. Et dans cette société, il y a eu les hommes de la classe bar, les hommes de la classe coiffure, différentes activités. Excellent. Donc j'ai eu la licence. Comme j'ai amené quelque chose de novateur, j'ai fait une conférence de presse avec toute la presse locale, comme si c'était un gros événement. Du coup, pour avoir licence 4, c'était difficile, il fallait l'acheter cher. À ce moment-là, j'ai eu 4 marques qui sont venues de boissons en me disant, nous, on te la donne la licence, alors qu'il n'y avait pas de gros d'enjeux financier, mais ils avaient déjà compris qu'en identité, c'était quelque chose de novateur. C'est ça qu'ils voulaient en fait. Du coup, j'ai une licence pour rien. Et là, on a lancé le premier bar à vin, le Wet Bar. Pour ça, c'est très intéressant le positionnement. Je suis dans un, tu connais, tu es déjà venu, Cyril, oui. Chez les hommes à la classe. Je suis dans une rue assez défavorisée. Contrairement chez les femmes à la classe, c'est pas l'hypercentre. Il y a beaucoup de logements sociaux. Il y a des bars moyens, plus que moyens. Donc en fait, il a fallu, aujourd'hui, on a quand même à peu près 80 clients qui viennent par jour, sur un ticket moyen à plus de 60 € sur l'homme, à Pau. Et sur le bar, il a fallu monter aussi un bar où, voilà, bien sûr, il n'y avait pas de Ricard. La bière, c'est que d'une bière haut de gamme et surtout du vin haut de gamme aussi. Donc tout ça, ça a été très intéressant et là, ça a pris tout de suite. Donc le concours d'innovation, le prix innovation, je l'ai gagné là par rapport à tout ce qu'on a pu créer, au concept, et notamment avec le bar à vin, avec le tatoueur, tout ça. J'ai gagné 3 fois celui-là, par contre, je t'explique après si tu veux bien. 3 fois tu l'as gagné? Ouais, parce que j'ai créé 3 concepts différents. Et du coup, dans la même ville, j'ai créé un autre store 2 ans après, 3 ans après, pardon. Que j'ai vu aussi. Je rançon, à 2 km du premier, et là, il a fallu monter un autre concept, avec la même image, ça qui était très intéressant. Ça s'est fait très facilement. Par contre, j'ai monté le casse-croûte café. Et c'est ça qui m'a valu le 2e prix innovation. Le casse-croûte café, c'est simple, j'ai décidé de faire le meilleur sandwich de Pau, mais je ne sais pas le faire moi. Donc j'ai fait un partenariat avec un meilleur ouvrier de France, boulangerie, pâtisserie, primeur et charcuterie. Et là, on a fait des produits extraordinaires autour de ça. Et ça nous a valu le lancement d'un salon qui a été tout de suite plein grâce à ça. Donc là, ça a cartonné. Donc grâce à ça, tu as eu une communication, que ce soit locale, j'imagine, dans ta ville, à Pau, et en dehors. Et c'est ça qui t'a apporté du monde? Ben, c'est ça qui tout de suite m'a apporté du monde parce que dans une ville comme Pau, c'est pas grand, il n'y a que 80 000 habitants. Même pour des coiffeurs qui sont en campagne, c'est beaucoup. Ça reste une ville moyenne quand même. Donc il fallait arriver à se dire, ouais, est-ce que ce que j'ai fait wow sur le premier, est-ce que je peux faire sur le second? Mais si je fais du copier-coller, ça n'ira pas. Mais en même temps, il faut que je fasse quelque chose de différent, mais il faut qu'on garde l'entité de la marque. Donc c'était ça le pari, quoi. Voilà, ça a marché. Et après, il y a le 3e prix cette année que j'ai gagné, où là j'ai lancé le café-théâtre et les hommes de la classe. Et là j'ai fait une programmation culturelle, où là encore vendredi prochain on a encore une pièce de théâtre, c'est du stand-up. Excellent. Et là j'ai lancé une programmation culturelle dans ce store qui peut accueillir à peu près entre, ça dépend, 40-45 places assises, mais par contre on a une vraie scène avec une vraie pièce artistique. C'est pas dans un salon avec un bout de shampoing sur le côté, non. C'est vraiment théâtralisé. C'est vraiment très compartimenté, je trouve, l'espace. Et il y a vraiment 2 ambiances, 2 éclairages différents d'ailleurs. Quand j'étais passé, j'avais vu ça. Et non, d'ailleurs, on mettra les réseaux pour qu'on te suive et qu'on aille découvrir tout ça. Mais c'est top, c'est top. Et donc, ça a été vraiment porteur pour toi, pour ton business. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, là, s'il y a des coiffeurs qui nous regardent, de cultiver justement cette différence, aller chercher des concepts différents, c'est porteur. Moi, ce que je peux dire à chaque fois, c'est que je vois le métier, on le voit dans la restauration où ils construisent des lieux incroyables. Je le vois non plus par des salons, mais par des lieux, des vrais lieux, des lieux atypiques. Chacun peut y faire ce qu'il veut. Je vois des choses très beaux en France. Là, j'ai encore vu une coiffeuse qui était franchisée. Elle est sortie de sa franchise, elle a fait un salon en Alsace magnifique. Elle a fait son propre identité, elle a réfléchi à ça. Et après, par les événements, créer des événements pour faire vivre toujours. Moi, je vois la coiffure par l'expérience. Aujourd'hui, on a envie de vivre, on a envie de vibrer. Donc, que ce soit l'expérience client ou l'expérience collaborateur, aussi, je fais plein de choses pour les collaborateurs où il y a vraiment une forte expérience. Mais là, on est sur l'expérience client, il faut qu'elle soit waouh. Parfait. Et j'ai une question du coup. Tout à l'heure, tu parlais de ton premier store à Pau, où tu disais que tu avais un panier moyen à 60 €, si la mémoire est bonne. 62, 62 pardon. C'est important, 2 €, fois 80 clients par jour, fois le nombre de jours ouvrés, ça peut faire un peu d'argent, donc c'est important. Il y a un truc aussi, ton prix d'appel, c'est quoi? Shampoing coupe coiffage chez toi, tu rentres, c'est quoi le prix d'appel? Moi, c'est très simple. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que sur Londres, par exemple, j'ai décidé de faire des prix, des cartes de prix hyper basiques. C'est-à-dire, c'est comme le restaurant où tu as plein de produits, tu t'y perds un peu. Les bars à vin, les bars à bière, c'est génial. Mais moi, perso, si le mec il n'a pas le temps de me conseiller la bière, je vais arriver, je vais voir toutes ces bières, je ne sais pas la sorte que choisir. Et ça se trouve, je ne prendrai pas la meilleure ou la plus chère. Alors du coup, c'est simple. Chez moi, il y a une coupe, la coupe Gentleman est à 31 €.
D'accord. Ouais. Le protocole de barbe, aujourd'hui, j'ai vu certains chiffres en coiffure sur la barbe, on fait vraiment une expérience forte. Il y a à peu près entre 18 et 20% de clients qui font la barbe en salon. D'accord. Nous, on a plus de 70%. Plus de 70%. Ouais. Ah ouais. Pour les amis barbiers là qui nous regardent, faut aller faire un tour sur les stats, les amis. Et il y a un truc du coup, tu sais, moi je rencontre beaucoup de coiffeurs aujourd'hui qui ont du mal à augmenter leurs tarifs, qui ont plein de barrières et de craintes, de peurs qu'on peut comprendre. Ouais. Mais j'imagine que toi, tu es comme les copains quelque part dans ta ville. Il y a des salons de coiffure hommes à 15 balles quelque part. Excusez-moi l'expression. Ouais. Malgré tout, aujourd'hui, tu reçois quand même 80 clients par jour dans un secteur, tu l'as dit tout à l'heure, qui n'est pas le quartier VIP de Pau, et les gens rentrent quand même. Ouais. Alors je dirais qu'une des choses que j'avais avant mon AVC dans ma première vie, et c'est le mal très profond dans l'être humain, c'est les pensées limitantes. Ouais, les pensées limitantes. Un petit problème de caméra, c'est les directs ça. Ouais. Les pensées limitantes avec les croyances limitantes. Bien sûr. Et c'est vrai que j'avais vu une étude qui a été faite aux États-Unis. Ils disent que tous les jours, on a à peu près 80% de pensées négatives qui ne se produisent jamais. D'ailleurs, on va être en retard le matin, on n'est pas en retard. 95% des peurs ne se réalisent jamais. Voilà. Donc ça, ok. Et je dirais, ça c'est la première chose. Et après, la seconde chose, c'est que quand on est fort de son système de jeu, je prends par exemple l'exemple, puisqu'on est en France, Didier Deschamps avec son équipe de foot, qui a fait gagner la Coupe du Monde, il était fort de son système de jeu. Il avait la capacité de s'adapter à l'adversaire, parce que là il joue face à un adversaire, mais il était surtout centré sur son propre jeu à lui. Et ça c'est la base. Et nous les coiffeurs, moi je pense, en tout cas ma façon de travailler, c'est que je ne regarde jamais, mais quand je dis jamais, c'est que je ne regarde jamais la concurrence. C'est-à-dire je fais mon prix par rapport à mon positionnement, par rapport à mes charges bien sûr, mais surtout mon positionnement. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu disais tout à l'heure en début de vidéo que tu as un concept fort, tu l'as pensé, tu l'as réfléchi, les gens ils viennent pour ça, ils viennent pas pour raconter leur vie, on l'a compris tout à l'heure, mais c'est un concept et c'est ok en fait. Ouais. Et l'idée c'est qu'en fait aujourd'hui donc les gens sont prêts à payer le prix, ils sont prêts à se déplacer parce qu'ils viennent chez toi et ils sont prêts à galérer pour se garer. J'ai vu le quartier et tu te gares pas facilement. Et il y a un autre élément aussi, est-ce que tu dirais que chez toi aujourd'hui, en toute honnêteté et transparence, mais tu l'es depuis le départ, c'est quoi le profil de ta clientèle aujourd'hui? Est-ce que tu as des gens uniquement qui ont les moyens et tu dis bon bah c'est une classe sociale de Pau qui peut se payer, ou tu as aussi des gens qui viennent parce qu'ils viennent chercher un service de qualité, ils iront peut-être un peu moins mais ils payent. Non, c'est tout à fait ça, parce que là on parle de 31 € quand même, je veux dire, on n'est pas… Donc en fait, je dirais déjà, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant dans le salon, parce que la coupe est à 31 €, donc il n'y a pas d'enfant. Ok, moi si je viens, j'ai 12 ans, qui est à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Mentalement, tu n'as pas 12 ans, tu as moins. Et du coup… pas de tarif enfant. Non, ce qui est intéressant, c'est que si tu es client des hommes à la classe, tu as ton fils, il est bébé, tu veux venir, tu sais que ça va être 31 €, donc il ne va pas venir forcément, tu vois, il ne viendra pas d'ailleurs. Et après, il n'y a pas non plus de personnes âgées parce que j'ai mis une pente à l'entrée à 27%, c'est vrai en plus. Non, mais je dis pas personnes âgées parce que c'est un lieu un peu trop branché où il ne rentre pas. Mais par contre, pour revenir à ta question, non, effectivement, on parle de 31 €, moi ça me semble toujours des prix, franchement, qui sont pas chers, vraiment pas chers. Enfin, honnêtement, si le mec il va s'acheter une chemise avec une marque qui a travaillé son positionnement, il va être capable de s'acheter des chaussures Nike beaucoup plus chères que des chaussures qui n'auront pas le Nike, voilà, même s'il n'a pas de thune. On est d'accord. Donc en fait, bien sûr que c'est quand même destiné à un positionnement de client, je dirais. Moi en plus j'ai 48 ans, donc comme je suis un peu l'ambassadeur de mon salon en étant le patron, forcément ça va être un peu ma clientèle, mais on va avoir du mec qui n'a pas d'argent et pour lui qui va consacrer ce budget à ça et qui va même aller au-dessus du 31 puisqu'il va faire la coupe et la barbe, qui va aussi acheter des produits, tu vois, donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc on va être sur des gens qui considèrent que pour eux, cet espace-là, ce moment, la beauté et surtout l'expérience client pour eux, c'est un moment important de leur quotidien et ils s'octroient ça. Et le plus beau des compliments qu'on peut me faire et qu'on m'a déjà fait, c'est Thierry, chez toi, je ne sais même pas combien je paye. Et ça, c'est parfait parce qu'il ne rate pas le prix. Super, parfait. Tu es également formateur, coach. Tu nous en parles un peu de ça? Ouais, alors je suis formateur depuis maintenant au tout début de mon cheminement, depuis 7 ans, un peu plus parce que j'ai commencé un petit peu avant quand même. D'accord. Ça fait 8 ans. Tu as commencé avec les hommes là, un peu avant, quand même. À l'époque, j'étais avec Eugène Parma qui m'avait fait faire quelques formations et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je me suis vraiment passionné pour la formation parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc, je travaille comme toi tous les lundis quasiment. Aujourd'hui, je travaille pas, tu vois, ça arrive. Donc, je travaille spécifiquement quand même sur la coupe et sur la barbe, sur les techniques de coupe, parce que vu que dans mon concept, j'ai mes techniques de coupe. On travaille sans sabot, le ciseau d'épaissir est interdit, on travaille avec des méthodes différentes au phaser et au rasoir. Très bien. Donc c'est un peu tout ça que j'ai appris. Et aujourd'hui, je pense que
les formateurs, on a un vrai rôle aussi d'éducation et d'état d'esprit par rapport aux coiffeurs. Aujourd'hui, moi je parle beaucoup de l'intelligence artificielle, notamment avec les futurs robots qui vont arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, travailler sans sabot, ça fait partie des choses qu'eux ne pourront peut-être moins faire et que nous on peut s'octroyer sur la partie artistique. Donc j'ai cette partie-là et après je fais des formations de coaching où j'accompagne les entreprises aussi. Alors coiffure ou pas coiffure, c'est pas que dans la coiffure, c'est intéressant. Ouais, je l'ouvre. Notamment mon cœur de métier sur ça va être vraiment l'expérience client. Où je vais vraiment par rapport à mon expérience et c'est vrai que j'arrive à rapidement trouver des concepts innovants dans d'autres métiers aussi, des métiers qui sont très, je travaille pour une banque par exemple, où on fait de la banque finalement il n'y a rien de plus sclérosé qu'une banque et finalement j'arrive à trouver des choses différentes. Donc ce métier de coaching ça me passionne. Après je me considère pas comme coach parce que je fais beaucoup de choses aussi à côté. Je suis pas comme toi, je suis pas axé que sur ça. Donc du coup je peux pas dire que voilà j'en fais, mais si demain je décide d'en faire, je ferai que ça, je ferai encore des choses différentes on va dire quoi. Ok, super. Donc tu es aussi formateur avec ADR Formation bien sûr. Bien sûr. Parfait, petit clin d'œil quand même. Bon. Patricia. Donc, nous, quand on s'est rencontrés la première fois. La partie event aussi qui est importante. Pardon ? La partie event qui est importante. Alors, tu sais quoi ? Juste après, on va parler de tes actualités. Ouais. Si tu veux, on se le garde pour après. Ouais, si tu veux, allez. Faut rester, faut continuer à regarder la vidéo, c'est comme Nickel. ça. La première fois qu'on s'est vu, déjà moi, j'ai vu que tu étais là. Je te connaissais de réputation, les réseaux, etc. Les réseaux, ouais. Et je me suis dit, oh merde, il y a Thierry Bordenave quand même qui vient à ma formation. J'avoue, ça m'a donné un coup de chaud quand même. Je me suis dit, bon, j'ai hâte de le rencontrer, de voir qui t'étais, etc. On est tous pareils, quand on fait des formations, donc on voit qu'il y a quelqu'un qui a un nom ou qui a une légitimité, on va dire. Bien sûr. Ben, c'est normal. Bah, ça met un peu. Ça m'est déjà arrivé voilà, aussi. Hein. Et le soir ou le lendemain soir, je crois que c'était le premier soir, tu m'as offert ton livre, Les hommes ont la classe, qui est sorti en 2021, avec une signature et tout. Moi, j'ai trouvé ça hyper classe, où tu mets en scène à l'intérieur de ça des barbus dans leur milieu naturel. Ce livre, on peut encore le trouver. Et est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots l'histoire un peu du livre? Et surtout, c'est que des rencontres. Tu coiffes le Père Noël, en l'occurrence, des agriculteurs, des sportifs dans leur contexte. Comment c'est venu ça? En fait, c'est venu quand j'étais dans mon salon à Carrefour, justement. Un jour, il y a la marque avec qui je travaillais est venue me passer une commande. Et là, ils ont venu me vendre de la PLV avec des modèles de coiffure. Et je me suis dit, putain, j'aurais d'être un gros con de mettre ça sur la vitrine. Comme ça, qui c'est le mec qui passe qui rate ça? Et je me dis, c'était le début de la barbe. Et du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose de décalé. Évidemment, la première chose qui me parlait, c'était mon pote rugbyman qui jouait depuis tout jeune, qui maintenant est berger, qui est un métier vraiment, je donne beaucoup d'admiration pour eux, vraiment. Et du coup, je suis parti faire une photo. C'est mettre en scène le métier de barbier. Avec la posture et voilà, tout. Toujours droit, 2-3 quarts, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Thierry Bordenave de face comme ça. La star de la photo, c'est la personne que j'avais moi. Au centre, Voilà, donc si vous regardez les photos, c'est toutes les mêmes. Donc moi, je suis 3 quarts où je suis dans mon tenue de barbier et je fais semblant de raser à la frontière franco-espagnole dans son vraiment milieu naturel. Hein. C'est-à-dire j'ai failli me faire bouffer par son patou des Pyrénées avant d'arriver, parce que le patou est là pour défendre le troupeau. Et ce con, il m'a pas reconnu. Donc il a failli me bouffer. Après, il faisait froid, il y avait du vent, on était à 2100 mètres d'altitude, enfin voilà tout ça. Et j'ai mis cette photo-là et je me suis dit, cette photo, ça va être waouh quand même. Et ça a été vraiment, mais tout le monde s'arrêtait, regardait ça, trouvait ça cool, tu vois. Puis c'était vraiment le territoire béarnais. Et je me suis dit, je vais changer, tous les ans, je ferai une photo différente. Et finalement, en 7 ans, j'en ai fait presque 62 maintenant. Et je continue à en faire. Hein. Et en fait, l'idée des photos, c'est prendre des personnages majeurs du territoire local et dans leur milieu, les raser dans des positions. Je prends un exemple par exemple que j'ai bien aimé, il y a plein, hein. Toutes les rencontres ont été magiques. Hein. Mais par exemple, j'ai fait une photo avec un pêcheur dans le port de Saint-Jean-de-Luz sur le plus vieux thonier de France, pêche au thon. Et donc ce thonier, il est passé à Talas à plein de fois. Moi, je ne savais même pas. Enfin, quand j'ai contacté, je me suis renseigné. Et le mec, il me dit, ouais, je vais faire ça. Alors on fait ça, on se retrouve ça à 16h l'après-midi. Comme ça, j'aurais fait la sieste, je me serais rasé. J'ai dit, non, mais tu finis la pêche à quelle heure? Le matin très tôt, à peine le soleil se lève. J'ai dit, mais c'est là où je veux la faire. Et en fait, l'idée, c'est que je veux faire la photo. Quelque chose d'authentique, quoi. Voilà, avec des mecs qui ont vraiment une vraie gueule, un vrai visage, quoi. Et du coup, ben voilà, il avait la gueule de la nuit, tout ce que tu veux, c'était parfait, quoi. Et du coup, on m'a proposé de faire des bouquins sur moi, en fait. C'était. Je me suis dit, ça va intéresser personne. Et c'est vrai, en plus, ça intéresse personne. Et puis, par contre, quand j'ai eu l'idée de faire le bouquin sur les photos, c'était pas pareil, tu vois. Du coup, là, on a fait les bouquins sur les photos. Je me suis dit, bah, allez, on m'a dit, il faut que tu fasses une petite bio avant. Donc, j'ai fait une bio. Je me suis dit, putain, j'ai commencé à écrire ma bio. Et je me suis dit, bah, c'est trop bien ce que j'ai écrit. J'ai relu 3 heures mes écritures. J'ai dit, c'est de la merde, c'est dégueulasse. Donc, j'ai contacté une écrivain. J'ai dit, tu vas écrire pour moi parce que je sais pas écrire, quoi. Et elle m'avait fait un truc super bien. Elle a compris parfaitement. Ouais, c'est génial. Et tu sais quoi, j'ai une question. Je vais te la poser quand même. Tu réponds si tu veux. Joker, comme Paulus, c'est dans le. Je suis un grand fan de bagnole et j'ai lu ton livre. Et en vrai, tu dis, je me suis fait plaisir et je me suis acheté une belle bagnole. Tu veux bien nous partager, c'était quoi? C'était l'Audi A5 avec toutes les options qu'il pouvait avoir, quoi, tu vois. Mais c'était, en fait, c'est ça qui est le drame, si on peut dire, de l'être humain en faillite, entre guillemets. J'aime les bagnoles, mais pas au point de m'acheter ça.
Parce que finalement, je croyais aimer les bagnoles, mais c'est surtout pour montrer aux autres en fait. C'est fort ce que tu viens de dire. C'est un peu ça quoi. Faillite humaine. Ouais, mais oui. C'est pas le faire pour soi, mais le faire pour l'autre. Voilà, c'est ça. Mais alors pour le coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que moi j'aime bien les bagnoles, certes, et j'ai toujours eu un problème, enfin en tout cas récemment, où j'ai voulu me racheter une voiture et je me posais la question, et à un moment donné j'avais un problème sur le fait de me dire, est-ce que tu achètes cette voiture pour montrer aux autres quoi que ce soit, ou est-ce que tu l'achètes pour toi, Et vu qu'il y a souvent l'amalgame et c'est souvent acheté pour ça, j'ai cru que moi aussi je l'achetais pour ça, alors qu'en réalité, non, moi c'est mon kiff, et j'ai une voiture, c'est bon, enfin, je veux dire, c'est une BMW, une série 3, enfin je veux dire, il n'y a rien, c'est pas une Porsche ou une Ferrari, mais c'est de se dire, moi j'adore ces bagnoles, et quand je monte dedans, j'adore et c'est mon kiff. Donc en fait, effectivement, je pense qu'il faut faire les choses pour soi. Et c'est pour ça que ça me rendait curieux. C'est un peu ça, c'est-à-dire que par exemple, j'ai eu la chance de travailler un peu sur quelques défilés pour Jean-Paul Gaultier. Et par exemple, j'aurais pu me mettre dans le moule du milieu parisien ou quoi. Et je me souviens, j'avais fait un truc à Paris et j'appelle Morgane qui me fait des photos. Et je lui dis, j'ai envie d'avoir les pieds dans la merde. J'en ai marre de ce milieu-là. Tu vois. Et le lendemain, je suis rentré, j'ai fait une photo dans une bergerie encore, les pieds dans la merde. Et en fait, là, je me fichais complètement de ce que vous pouvez penser, ce milieu-là, par exemple. Et c'est ça aussi, arriver à s'assumer, être soi, c'est important. Et ce côté, moi, c'est ça qui est assez génial, je trouve, et assez étonnant chez toi. C'est qu'on a à la fois ce côté, les hommes ont la classe. Et de l'autre côté, on te voit partir et tout dans les montagnes avec les bergers, organiser des soirées d'ailleurs, des événements, on en reparlera juste après. Est-ce que tu penses, alors sans faire de la psychologie de comptoir, c'est lié à ton enfance aussi, le côté que c'était racine, et tu as besoin de ça, cet équilibre-là, c'est ça qui te plaît en fait. Mais j'en ai besoin et j'ai plus besoin de l'équilibre de ce que je suis vraiment à la campagne plutôt que des strass et paillettes entre guillemets. Tu as besoin des deux? J'ai besoin des deux, mais tu me donnes à choisir entre une belle soirée parisienne ou un moment avec des copains dans ma bergerie en montagne, je sais où je vais quand même, tu vois. Mais par exemple, tu as fait allusion à la conférence que j'ai fait à Paris au MCV cette année. Absolument. Et ben ça résume parfaitement ce que je suis, c'est-à-dire que ça faisait 2 jours que j'étais avec mon béret, mon maillot de l'équipe de France de rugby parce qu'on avait pris des places à mes potes pour la Coupe du Monde, où j'étais dans les boîtes parisiennes depuis 2 nuits, on n'avait pas dormi. C'était énorme. Et du coup, je suis passé du milieu rugby, très rugby, au lendemain où je faisais des conférences au bord chaud et après le concours. Donc c'était vraiment, il a fallu vraiment passer du yin au yang complètement. Mais ça, c'est super, j'adore faire ça aussi. Trop bien, trop bien. D'ailleurs, tu refais une conférence cette année ou pas? Ouais, bien sûr. Ok, bien on sûr. se le garde pour les actualités. Je crois que la vidéo va durer 2h30. Préparez-vous les amis, il y a de la matière. Bon, et ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une interview à la façon Vogue. Ouais. Alors, quelles sont les 3 choses sans lesquelles tu ne pourrais pas vivre? Bon, ma fille, bien sûr. Ouais. La coiffure et le Béarn. Ok. Quel est ton rituel du matin et du soir? Ben, le sport quand même. Le sport, super. Je suis comme toi, je fais beaucoup de sport et c'est ça qui me tient justement. Ben ouais, moi ça m'impressionne aussi, t'es l'homme aux plusieurs marathons. Ouais, mais bon, c'est ça qui est ça. Pas que, la piscine et tout, etc., le RPM. Ouais. Quel est le moment de ta préféré de ta journée? Depuis mon AVC, j'essaie quand même de profiter de l'instant présent, comme on est en train de faire maintenant. Donc je dirais que chaque minute de ma journée est hyper importante et je peux pas dire qu'il y a un moment que je préfère l'autre parce que j'essaie vraiment, alors ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vraiment l'instant présent, la gratitude par rapport à ça. Quelle est la plus grande peur que tu aies surmontée? La plus grande peur que j'ai surmontée, c'est arriver à me mettre face à des personnes vers qui j'arriverai pas à dire non, j'arriverai pas à m'opposer et me dire oui, je suis assez ancré dans mes baskets pour m'assumer, être moi et peu importe ce qu'ils pensent. Ça, c'était vraiment quelque chose de dur pour moi, quoi. Et tu l'as surmonté? Ouais. Moi, je parle pas du jour où j'ai tué un ours blanc et un grizzly et un requin blanc, hein, c'est pas ça. Ça, c'était une autre à côté. Je sais pas si tu rigoles, mais en tout cas... Est-ce que tu aimes les surprises? Ouais, j'adore, bien sûr. Quels sont les 3 mots pour décrire la ville de Pau? Beau, prospère et excitant en même temps. Super. Quel est le super pouvoir que tu aimerais avoir? Quel est le super pouvoir, pardon, que tu aimerais avoir? Moi, ce que j'aimerais, franchement, le plus beau pouvoir que je peux avoir, c'est arriver à nourrir toute la population du monde entier et qu'il n'y ait pas tous ces enfants qui meurent tous les jours de malnutrition, quoi. Si j'étais un footballeur super milliardaire, j'irais pas au Qatar. Je pense que je créerais des fondations où j'essaierais de nourrir tous ces gens-là. Super, bravo. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la vie en ce moment? Ce qui m'inspire le plus, c'est pas en ce moment, c'est tout le temps, je veux dire. C'est toujours les gens qui donnent du temps pour les autres. D'accord. Que ce soit du bénévole d'une association, du bénévole d'un club de rugby, des aventuriers aussi. Ma source d'inspiration, c'est Mike Horn, tu le sais. Tout à l'heure, je voulais te faire, je sais pas si on va le faire, mais c'était à classe ou pas classe. Pardon. On allait te parler de Mike Horn. Parce que je sais que tu es un fan. Voilà. Et puis les gens qui ont peur de rien, quand j'ai dit que ça m'apporte beaucoup parce que justement ne jamais douter. Et puis moi ce que je me dis tout le temps, c'est que je suis en train d'organiser quelque chose de très grand où il y a des gros enjeux. Je me dis tant qu'on n'a pas une tumeur qu'on nous a trouvée dans notre corps qui va nous condamner à rester cloué ou mourir, il n'y a rien de grave. Et même si des fois on peut considérer qu'il y a des échecs, pour moi c'est pas des échecs aujourd'hui, c'est des expériences. Et le plus gros des échecs finalement, c'est d'avoir une idée et de ne pas l'avoir fait parce que j'ai eu peur. Tu vois, ça je refuse ça, tu vois. Très bien.
Impeccable. Non, mais c'est vrai. C'est complètement ça. Je pense qu'il y a des gens qui rêveront toute leur vie de faire les choses et qui les feront jamais. Et puis il y en a d'autres qui se lancent et qui vivent l'expérience. Et surtout, c'est prendre des leçons. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, et qu'est-ce que je vais changer dans ce que je ferai plus tard. Moi, je pense que c'est ça. Moi, effectivement, moi, je préfère vivre pleinement la vie. Voilà. Moi, souvent, ma fille, elle me dit, je sais, papa, tu préfères vivre comme un lion pendant 30 ans que comme un chat d'intérieur pendant 10 ans. Tiens, en parlant de ça, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? C'est difficile à dire parce que j'écoute pas beaucoup les gens, tu vois. C'est un peu mon défaut, ça, quand même, tu vois. Si tu devais donner un conseil là demain, un manager de salon de coiffure? De se faire plaisir. De nourrir tous ces projets par le plaisir. Super. Ouais. Une journée dans la vie de Thierry Bordenave, ça ressemble à quoi? Ça commence très tôt le matin. Quelle heure? Ça commence très tôt le matin, vers entre 5h et 5h30. D'accord. Ça commence par un café, jus détox, et puis après ça commence par ça fait à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de gainage, d'abdos, de pompe, comme ça. Une demi-heure, trois quarts d'heure à peu de près, gainage. tous les matins. Donc ça c'est important, surtout quand t'as encore du temps, et comme on mange au resto après, donc faut le faire. Après, c'est le traitement des mails, c'est un petit peu les réseaux sociaux, tu sais ce que c'est. On a beaucoup de réseaux sociaux, donc il y a beaucoup de personnes à répondre aussi. Ouais. Et puis après, ça dépend si je suis en salon. J'essaie d'être encore au fauteuil à peu près 2 jours par semaine. D'accord. À peu près. Donc quand je suis au salon, après je suis dans mon store avec mes équipes. Tu es toujours à Pau? Toujours à Pau, ouais, toujours à Pau, ouais, parce que moi je peux pas. Déjà, je suis que 2 jours, donc ouais, bien sûr. Et puis après, tous les jours, à 5h, je finis ma journée. Et là, je pars encore refaire du sport pendant 1h30, 2 heures de sport le soir. Et puis après, la soirée, c'est une soirée assez cool, je vais dire, où je considère qu'en fait, pour être un chef d'entreprise, j'ai fait du sport pendant longtemps. Tu t'en fais aussi, la régularité et la discipline et l'hygiène de vie, c'est important. Alors j'aime l'alcool, j'aime picoler, mais je fais attention quand même. Je fais beaucoup de sport aussi et avoir une bonne hygiène de vie, c'est hyper important et ça permet de pouvoir toujours avoir de l'énergie. Et si tu fais du sport, ce qui donne vraiment beaucoup d'énergie, c'est le sport. C'est peut-être pas facile de se motiver des fois quand il pleut ou quand il fait froid et tout, mais quand on y est, quand on sort après, on a la patate et ça, c'est hyper important. Ça. Ouais, moi je pense que c'est de la discipline. Ouais. Tu vois, souvent on parle de motivation, mais en fait, on n'est pas forcément motivé tous les jours pour faire du sport. C'est juste qu'à un moment donné, on se dit, je débranche, je fais. Et c'est vrai qu'une fois que tu y es, tu prends plaisir. Donc en fait, pour moi aujourd'hui, oui, il faut de la motivation, mais il faut surtout de la discipline parce que la motivation, on ne l'a pas tous les matins, on ne l'a pas forcément tous les soirs. En tout cas, moi, je ne sais pas toi, mais moi, je ne l'ai pas tout le temps. Mais c'est juste une discipline et par contre, tu sais qu'après, c'est bien. Ouais, c'est sûr. Super. Et c'est vrai que pour revenir sur ce que tu dis, j'ai vu un post sur Instagram, c'était super bien par rapport à ça. Il parlait de la vie d'un être humain et de la vie d'un entrepreneur et il avait tout le temps des images de sport et il montrait la discipline et la régularité. Et ça, c'est vrai, ça paye. Et c'est vrai, comme dit, tout le temps, on commence cette énergie. On doit te poser la question aussi des fois, à toi, c'est pareil, évidemment, bien sûr. Bien sûr que sur les réseaux sociaux, on a le droit de montrer tout le bon côté. Mais après, les gens qui nous connaissent, ils savent qu'on est tout le temps à fond. Alors, c'est vrai que c'est pas évident pour les gens qui sont à côté. Et il faut arriver à se tempérer aussi parce qu'on peut être aussi fatigant des fois. Donc, c'est vrai que le sport, c'est aussi un moyen de se foutre minable pour pouvoir être un peu plus calme aussi. Ça, petit signe. Tu nous parles de tes actualités? Tu viens d'ouvrir les femmes ont la classe, qu'on peut trouver à Pau aussi. Quelques mots? Déjà en préambule sur mon actualité, sur le moment présent, je me fais interviewer par le plus grand intervieweur de la coiffe française, Cyril Dacosta. Donc ça déjà c'est un honneur. Et du coup les femmes ont la classe, en fait, moi je suis pour l'ultra spécialisation. Parce que je considère que si on fait tout, on peut être pas bon, ce qu'il y a beaucoup en France et ailleurs. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai monté les hommes, on fait que les hommes, on doit être très bon. Les femmes, je suis incompétent en femmes et je suis aussi incompétent dans la relation avec la cliente femme. J'ai pas de patience et tout, donc c'est pas quelque chose qui m'attire. Du coup, j'avais déposé le nom les femmes ont la classe depuis le début, depuis plus de 7 ans au cas où, on sait jamais. S'il est reparti en couille, on sait jamais. Et du coup, je me suis dit, au moment qu'on a gagné ce 3e prix, ça fait le 12e prix national qu'on gagne en tout depuis 7 ans. Je me suis dit, bon, maintenant la marque, elle commence à être un peu de renommée. Allez, il faut y aller. Je sais pas, j'ai les ressentis. Je peux pas trop t'expliquer pourquoi, je l'ai ressenti comme ça au feeling, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je peux le faire qu'avec, c'est comme si je conduisais une voiture où il y avait les hommes à la classe, il me fallait une super copilote. Et là, il me fallait une super coiffeuse qui allait être la boss. C'est elle qui allait être la boss, c'est pas moi. Du coup, j'ai trouvé Marie-Laure de Broca, qui était déjà à son compte, qui est formatrice de la marque internationale d'Avines, qui est super bien, qui me correspond parfaitement, qui est très ancrée dans le territoire. Elle travaille très très bien, elle a un super état d'esprit. Donc c'était vraiment la coéquipière parfaite. Et du coup, il fallait la convaincre, j'ai convaincu. Et puis aujourd'hui, voilà, on a ouvert les femmes de la classe et le store tourne très très bien aussi. Super. Nouveau membre de la haute coiffure française. Voilà.
Tu nous en parles un peu? Ouais, ben là, pour moi, c'est vraiment un honneur. Donc, merci Pascal et Sarah qui sont mes deux parrains. D'ailleurs, on avait fait une interview avec Pascal et Sarah, donc je vous invite à aller la voir sur la haute coiffure française. Et alors, pourquoi? En fait, pour moi, c'était vraiment naturel quand on a l'impression d'avoir une légitimité à travers ce qu'on a construit, quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de beau. Quand je dis beau, c'est beau dans les stores, qu'on vient, qu'on voit le travail, qu'on voit nos équipes qui sont belles, qui sont élégantes, de travail. Moi, quand je vois les travails sortir, je dis waouh, le travail de mes équipes, je parlais. Tout ça, c'est beau, ça me remplit de fierté pour eux, ça me remplit d'admiration pour eux. J'ai vraiment besoin de les aimer. Donc tout ça, je me dis c'est beau. Et quand je vois à côté de ça toute la maltraitance que la coiffure homme et femme, elle peut avoir. Là, j'ai lu un article sur la malbouffe en France où il y a plein de restaurants, des fast-food. Aujourd'hui, les chefs ils s'insurgent contre ça. Je pense qu'on tire le pays vers le bas dans tous les domaines. Et nous, moi, dans mon la coiffure, ça me fait mal de voir ce que je vois. Donc, je me suis dit au bout d'un moment, il faut que nous, qui avons une certaine légitimité, on essaie de montrer ça, de parler en France et à l'international et de montrer vers quel chemin on doit aller pour que les coiffeurs ils fassent du beau et pas pour qu'ils fassent ce qu'on peut voir aujourd'hui où ils croient que c'est du business et ils ne respectent pas le métier. Le respect et le fait d'assumer ce qu'on est, c'est hyper important. Et la coiffe française aujourd'hui, grâce au travail de Pascal aussi qui a repris le flambeau et qui fait quelque chose de très beau, me convenait, me parlait, alors qu'avant ça ne me parlait pas forcément. Et aujourd'hui, l'équipe artistique qu'il a mis en place avec Christophe Gaillet et tout, je trouvais ça waouh. Donc je me suis proposé d'y rentrer et puis voilà, ça s'est bien passé comme ça et je suis très fier d'y appartenir. Voilà. Tu m'étonnes. Voilà. Parfait. Il y a aussi un salon qui arrive, il faudra en parler rapidement. Bah vas-y. Mais oui, c'est vrai. Bien sûr. On ouvre notre store. Aujourd'hui, ma volonté, c'est faire monter les gens de mes équipes en compétences. Ouais. Comme je te dis, je ne veux pas ouvrir d'autres stores plus, mais en fait, j'ai aidé un jeune à l'époque qui s'appelle Rawa, qui est kurde irakien. Et d'ailleurs, j'ai encore embauché un nouveau irakien, mais catholique ce coup-ci. D'accord. Donc, quand on fait les repas, il peut manger de la viande. C'est cool. On n'est pas obligé de faire un repas à part. Donc, en fait, qui est kurde irakien, qui est venu d'Irak, qui a fui la guerre, après que ses grands-parents aient été enterrés vivants par le régime Hussein. Son père a été un général peshmerga. Il s'est fait tuer par Daesh. Et du coup, le gamin, il est arrivé à pied au bout de 21 jours de marche, de traversée de la Méditerranée, dans des conditions apocalyptiques qu'on ne peut même pas imaginer une seule seconde. Et du coup, je l'ai récupéré à Pau, il a appris le français, donc ça c'est à peine il y a 6 ans. Il a travaillé, donc on a un rapport vraiment presque père-fils. Et aujourd'hui, il devient associé à moi, puisqu'il ouvre son store Les Hommes à la classe dans un mois à l'Escar. Donc voilà, c'est tout l'honneur que je vais lui faire à Rawa après. Bien sûr. Parce que c'est vraiment une belle preuve d'intégration. Affaire à suivre en tout cas, super. Bravo à lui et bravo à toi. Prochain événement, les gros événements en perspective. Blanches par Les Hommes à la classe. C'est quoi ça? En fait, il y a quelques années de ça, quand le bar est arrivé, on m'a proposé d'être coiffeur dans un coin d'un bar pour une soirée barbue. Je trouvais ça cool et tout. Et du coup, ça a cartonné, c'était plein, pas parce que j'étais là, parce que j'étais pas connu. C'était tout début, c'était il y a 8 ans, 9 ans, tu vois. J'avais mon salon à Carrefour, j'étais connu que du salon Carrefour, quoi, localement, tu vois. Et du coup, j'ai pris mes clients gratuitement, je les ai fait venir, j'ai pris mon temps. Et du coup, l'année d'après, j'ai demandé aux deux organisateurs, on le refait et tout. Moi, j'étais juste soldat, tu vois, j'avais pas. Et puis, il m'a dit, ouais, super, t'as été top, on le refait. Et l'autre, il m'a dit non, pas en face, parce qu'évidemment, il n'était pas courageux. Puis, il a dit non, mais pourquoi il ne pas me prendre? Parce qu'il trouve que t'es trop business. En fait, il avait l'image de moi avant, tu vois. Donc, il a un peu tout mélangé. Mais je lui ai montré ce que c'est une soirée, une vraie soirée. Et là, je suis parti sur le modèle Festival de Cannes et Miss France. Et j'ai créé des grosses soirées à Pau et ailleurs aussi, avec à l'époque au Barber Meeting que Michel Gomez et Olivier Sitoni et Jérôme Guiraud ont organisé, qui était le rendez-vous numéro 1 Artemis, voilà, exactement. Coupe Artemis. Salut Mimi. Les amis. Merci. Du coup, en fait, on a fait ça. Et là, Festival de Cannes, parce qu'en fait, on a fait tapis rouge avec plein de photographes. Il y avait, je me souviens, on prenait une dizaine de photographes. Il y en avait qu'un qui était photographe. Et il faisait les photos de tout le monde. Il tapait, tu rentrais, tu avais marqué Cyril. C'était comme une star. Et après Miss France, parce qu'en fait, on coiffait pour élire l'homme le plus classe de l'année. Il y avait un jury composé des personnalités locales et c'est comme ça qu'on a construit une première soirée. Et là, donc, j'ai fait 4-5 soirées où il y a vraiment eu beaucoup de monde, autour de 1000 personnes. Et puis après, l'année dernière, j'ai fait une très grosse soirée à l'altitude, à Artousta, où là, on a fait une première partie très branchée, et seconde partie très pastorale, on dormait en tente, où les gens, il y avait le berger qui arrivait le matin et tout, c'était génial. Et là, je fais un nouveau format qui s'appelle les Folies Blanches par Les Hommes à la classe, où j'ai privatisé une station de ski aussi, toute une journée, des bus partent de Pau. Les gens arrivent aux télécabines, montent en télécabine le matin, dans un paysage de dingue, les hôtesses les attendent.
attendent avec des goodies Hommes à la classe, lunettes de soleil des Hommes à la classe, bracelets, t-shirt, une mascotte des Hommes à la classe qui sera une marmotte, la photographe qui fera des photos toute la journée, qui pourra offrir les photos aux clients. Et là, on théâtralise à l'air libre une boîte de nuit géante avec des gros écrans, une programmation DJ, de la restauration, un grand bar, des performeurs. On fait une soirée très décalée. Et le soir, les gens repartent à 6 h après en bus. Et on a réservé un grand bar très branché sur Pau pour faire un after aussi. Donc là, c'est vraiment grand public. On sort du cadre de la coiffure et c'est un samedi en plus. Donc c'est le samedi où les coiffeurs ont travaillé aussi. Donc c'est vraiment grand public, c'est vraiment de l'événementiel. Mais ça profite aussi à la marque parce que c'est les folies blanches par les Hommes à la classe. C'est le 30 mars et on peut s'inscrire sur le site Les Hommes à la classe directement via le après on prend sur Louise Event et on prend son billet directement. Il faut venir, vous allez voir, vous allez vivre une expérience hors du temps. Pépite. Le lien dans la description, on clique. Voilà. Et là, je prépare un prochain événement pour cet été qui va s'appeler Les Hommes à la classe en terre inconnue. Où là, les clients ne sauront pas où ils vont. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que je ne sais toujours pas où c'est. Bon, bah, affaire à suivre alors. D'autres actualités, Thierry? L'actu, c'est aujourd'hui, grâce à l'outure française qui m'apporte aussi une légitimité, notamment à l'international. Bien sûr. Ouais. C'est aujourd'hui, je me suis staffé et on développe aussi des masterclass dans différents pays à l'étranger où sont référencés aussi l'outure française. Et je me suis staffé justement pour travailler dans toutes les langues différentes pour vendre ces masterclass. Donc ça me permet de pouvoir aussi voyager intelligemment, on va dire. Excellent. Thierry Bordenave, International. International. Ça, c'est bon, ça. Écoute, j'ai envie qu'on termine sur un truc, classe ou pas classe. Eh ouais, les hommes de la classe, il faut bien classe ou pas classe. T'es prêt ou pas? Ah, l'hiver, on est chaud. Porter une barbe de 3 jours, classe ou pas classe? Classe. Manger des sushis avec des baguettes? Pas classe. Écouter de la musique classique? Classe, quand même. Dormir avec un masque de sommeil? Classe. Avoir des tatouages? Classe. Faire du yoga? Classe. Chanter sous la douche? Classe. Voyager en train? Classe. Très classe. Lire le journal? Classe. Ouais. Quel journal? L'équipe? L'équipe tous les jours. Après les quotidiens, mais l'équipe tous les jours. Jouer aux échecs? Classe. Manger de l'osso irati? Très classe. Ah, regarder un film d'horreur? Pas classe. Manger de la garbure bernaise? Classe. Très classe. La recette en descriptif. Moi, je blague. Pratiquer de la pelote basque? Classe. Partir en expédition avec McHorn? Ah là là. Le Graal. Faut tenir, mais c'est le Graal. Là, ça. Je sais pas si j'y arriverai, mais c'est vraiment énorme ça. Ah, super. Bon, ça t'a plu? Ah, c'était cool, Roland. Ok. C'était cool. C'est très bien que je t'apprécie beaucoup. Merci. Ça, c'est vraiment hors caméra, je peux le dire en plus, c'est vrai. Tu as une super énergie. T'as toujours. La première fois que je t'ai rencontré, je peux le dire parce que on est sur l'interview. Mais la première fois que je t'ai rencontré, en fait, je te voyais tellement sourire sur les vidéos, comme tu peux faire quand tu fais tes réels et tes vidéos. Je me suis dit, c'est pas possible, le mec, il est pas capable de tenir ça tout le temps. Donc, toi, je t'ai vu, je me suis dit, il va pas tenir ça. Et en fait, j'ai fait la formation avec toi la première journée. Et tu as été du début jusqu'à la fin, hyper souriant, hyper heureux, hyper bienveillant, hyper entourant pour tout le monde. Et j'ai vu que voilà, il y avait ton business, il y avait tout, mais il y avait surtout une personnalité bien, très bien. Et ça, avec le temps, les gens le voient et ça paye, quoi. C'est super important, quoi. Merci beaucoup. Voilà, c'est vrai. Top. Et ben écoute, on est good? Voilà, on est bon. Merci beaucoup. Et là, c'est une bonne bitoche. Exactement. C'est un plat berné, ça aussi, je précisais. Parce que... Bye bye. Ciao. Allez, bye bye à tous.